Donc pour commencer, il faut que du coup je fasse un peu de place pour accéder à ma carte mère. Donc avec de l'air chaud, j'ai un peu ramollir l'adhésif du sticker. Puis je vais venir le retirer. Donc ensuite, je vais mettre quelque chose un peu pour protéger ma nante. Moi souvent j'utilise ça, mais il y en a certains qui vont mettre voilà, plutôt une pièce de monnaie coupée ou des choses comme ça. Moi j'aime bien faire ça parce qu'en même temps ça maintient ma carte mère et de toute façon ça ne la gêne pas. Donc je pose souvent ça par-dessus. Ensuite je vais prendre mon air chaud et donc mon but ça va être de dessouder cette puce. Donc je viens chauffer avec l'air chaud. Et puis on va la retirer. Donc ça y est, j'ai retiré ma puce. Donc maintenant que j'ai retiré ma puce, alors juste quelque chose que j'ai oublié de faire, c'est il faut bien que je regarde. Alors ici, en fait il y a une petite flèche qui indique dans quel sens va la puce. Donc pour m'en souvenir, je vais tout simplement faire une petite trace à cet endroit-là, pour être sûr de m'en souvenir. Je mets cette puce de côté. Ensuite, je vais prendre un fer à souder avec du flux. Donc par exemple cette panne-là, je vais venir mettre du flux sur ma carte. Ensuite, je vais passer légèrement dessus avec un fer pour récolter l'étain qui est en fait un étain qui fond à haute température. Et ensuite, je vais venir prendre de l'étain, donc ça c'est de l'étain 63-37, donc 63% d'étain, 37% de plomb. Et cet étain a la particularité de fondre à une température plutôt proche de 182 degrés. Donc j'en mets un peu sur mon fer. Je vais en remettre un peu. À nouveau, je viens passer en fait sur mes petites pistes pour en fait mélanger le peu d'étain qui reste, d'étain pur pardon, avec du coup mon étain mélangé au plomb. Donc toutes les pistes que vous voyez qui s'enlèvent là actuellement, c'est souvent normal. Donc soit ce sont celles qui sont défectueuses de la carte, donc qui étaient arrachées de base, soit souvent ce sont des pistes de masse, ou alors des pistes NC pour No Connection, c'est-à-dire qu'elles sont connectées à rien en dessous. Elles sont là en fait pour la stabilité de la puce, pour qu'elles tiennent bien droit. Donc en fait si elles n'y sont pas, ce n'est pas grave. Ça arrive en fait quand vous allez passer avec votre fer à souder, il est quasiment normal en fait parfois d'en enlever certaines parce que le fer à souder est chaud. Euh, Si jamais vous voyez que vous arrachez des pistes qui sont utiles, c'est soit que vous chauffez trop, soit que votre fer à souder est de mauvaise qualité, soit qu'il n'y a plus assez de flux en fait. Donc voilà, vraiment je passe par-dessus sans forcer. Faut pas que ça racle ou quoi que ce soit. J'essaie de faire tous les coins pour essayer en fait d'aplanir au mieux mes pistes et être sûr qu'il n'y ait plus aucun étain qui fond à haute température. Alors il y en a certains qui font ça à la tresse à dessouder
Personnellement, je l'utilise assez peu parce que dans la pratique, les pistes sont assez bien étalées, assez planes, je veux dire, juste au fer à souder. Et avec la tresse à dessouder, on a plus de risques d'arracher les pistes pour les débutants en fait. Il y a aussi le fait que moi je trouve que personnellement c'est un peu plus long à utiliser, après chacun fait la technique qu'il préfère. Mais c'est aussi une technique très intéressante pour, euh, pour réparer et faire quelque chose d'extrêmement propre derrière. Donc là, tant que mon flux est liquide, je vais essayer de l'absorber au mieux. Donc là pour l'instant je nettoie pas toute la carte parce que c'est pas encore nécessaire. Vu qu'on va remettre du flux derrière quand on va ressouder. Donc la technique pour essayer d'avoir un minimum de fibres sur la carte, c'est en fait d'utiliser le coton-tige et de rouler dessus tout simplement. Alors voilà, j'ai mon schéma de carte mère iPhone 7. Donc là, j'ai mis la carte à l'envers. On va sur U3101, donc c'est notre puce qui nous intéresse. Vous remarquez en bas la petite encoche, la petite flèche qui symbolise en fait le sens de la puce. Et effectivement, c'est dans ce sens-là qu'on l'avait. Alors, si on compare, donc, si on regarde au microscope, on va voir qui il nous manque. Je regarde, je vois qu'on a C12. Donc C12, c'est I2S AP to Codec M Clock. En fait, celui-là, c'est vraiment celui qui pète le plus souvent. C'est vraiment le plus classique. Donc, comme vous pouvez le voir, on voit qu'on a une petite piste en haut à droite. Donc ici sur le schéma, on voit, elle est connectée à cette résistance-là. Donc si la piste est un peu abîmée, on va pas souder dessus, on va directement souder sur la résistance. Et sinon, on va l'utiliser. Ensuite, qu'est-ce qui nous manque d'autre? On voit qu'il nous manque les trois à droite. M12, L12, K12. On les voit, elles sont en bleu, elles sont NC, ça veut dire No Connection, c'est-à-dire qu'elles sont connectées à rien. Ensuite, il nous manque celle juste en dessous, de même M11, elle n'est pas connectée. Si on regarde en diagonale de C12, on a la D11 qui, elle, n'est connectée à rien non plus. Si je continue à regarder, ça a l'air d'aller. Après, dans la pratique, on voit ici qu'il y en a quand même d'autres qui sont intéressantes. Donc, J12, qui elle a une résistance juste à côté, donc si elle casse, c'est facile de la ressouder. H12, pareil, c'est juste à côté. G12, quand elle casse, c'est pas forcément nécessaire de la remettre parce que comme vous le voyez, cette piste, donc PP1 vitesse des RAM, elle est déjà connectée à 4 endroits dans la carte. Donc en tout, si G12 disparaît, pareil, G12 ou D12, si les deux disparaissent, si A5 ou J11 est bon, en général, c'est tout bon. La plupart des puces, quand elles ont plusieurs connexions, elles sont pas toutes nécessaires. Il faut quand même vérifier par rapport aux puces, mais bon, la pratique le dit, D12 et G12 ne sont pas nécessaires. Si J11 et A5 sont là. Ensuite F12, c'est bien de le remettre quand même, c'est un filtre. Ensuite après c'est un filtre, donc normalement c'est pas très grave s'il n'y est pas. Après il se pourrait que, je sais pas exactement qu'est-ce que ça pourrait faire de ne pas le mettre, mais ce ne sera pas on va dire vital. Ensuite la E12 par contre, elle pareil c'est un filtre, mais vu qu'on a la C1 normalement elle n'est pas vraiment nécessaire, donc on retient, on a C12, F12, G12, H12 et J12 qui elles sont vraiment nécessaires, donc 3 vraiment nécessaires, et la F12 c'est quand même bien de l'avoir. Donc nous on va regarder par rapport à notre schéma, on va voir lesquels sont cassés. Donc ce que je fais parfois pour quand on a l'impression qu'en fait la puce n'a pas été arrachée, enfin la piste pardon, elle peut apparaître comme présente. Donc en fait ce que je vais venir faire c'est venir tapoter en fait sur la petite piste, voir si elle s'enlève. Donc là on voit qu'elles sont relativement solides, celles qui nous gênent. Parfois il peut arriver que voilà, le truc de C12, la piste de C12 est encore là, mais il y a quand même un problème. Vous allez voir qu'en poussant ou en passant à peine le fer à souder dessus, paf, ça va sauter. Et là vous allez voir qu'effectivement il faut faire quelque chose. Donc nous on va venir se souder donc, sur cette résistance là, et aussi par ici, on va gratter un peu la piste pour se positionner tranquillement. Donc là j'utilise juste un petit couteau, un scalpel pour gratter. Ensuite, je viens passer un coup. Je viens prendre mon fer à souder, je mets un peu de flux
à l'endroit où on va travailler. Ensuite, je vais prendre un tout petit peu de fer à souder, d'étain. Donc parfois, ce que je fais pour l'étain, c'est que je viens prendre de la pâte à braser sur mon outil qui est toujours sale ici. Donc hop, comme ça, j'en ai vraiment pas beaucoup sur mon fer. Et je sais que c'est de l'étain avec du plomb, donc il n'y a pas de souci. Et en fait, je viens essayer de toucher ma résistance là-bas pour essayer de mettre de l'étain plombé. Ensuite, je nettoie et je vais venir toucher ma petite piste avec bien un peu d'étain qui me restait sur mon fer. Et comme vous le voyez, eh bien, la piste s'est étamée, la piste est un peu grise, il y a de l'étain dessus. Donc je vais essayer d'en mettre suffisamment. Normalement, je suis pas trop mal, j'aimerais bien qu'il soit un peu plus brillant. C'est pas mal. Donc maintenant, donc je reprends le process. La vidéo a coupé. Donc je prends mon petit fil 0,02 mm de diamètre. Je le trempe dans du flux. Alors je vais changer de panne. C'est mieux avec celle-là. Je prends une panne assez grosse. En fait, du coup, la chaleur de mon fer à souder vient faire fondre l'isolant qui est sur mon fil à la base. Ensuite, une fois que cet isolant sera fondu, brûlé, je viens mettre du coup de l'étain. Voilà, là c'est presque suffisant, je pense. Le fait qu'il y ait du flux, ça le fait tenir très très bien, c'est vachement simple. Quand ça c'est fait, donc j'ai des petits problèmes de caméra, mais on va finir par y arriver. Donc, je prends mon fil que je vais venir. Alors, souder comme ça. Alors c'est plus simple quand on attrape le fil. Alors, je vais souder une seconde là pour l'attraper plus proche. Donc là, mon fil est soudé sur la résistance. Je viens aussi le souder sur la piste. Et puis, je viens lui faire un petit cercle, comme ça, pour qu'il puisse ensuite facilement faire office de piste, quoi. Alors, je vais couper un peu fort. On va venir remettre ça en place, juste comme ça. Là, il est à l'emplacement d'une ancienne bille. Voilà, ça ferait l'affaire. Voilà, là c'est mieux. Là c'est parfait, comme ça on est sûr vraiment que la bille elle bougera pas de là. Donc ensuite, en général, on vient essayer de nettoyer un petit peu la zone sans enlever le fil, ce qui est pas évident, sachant que bah, il n'est pas soudé à un certain endroit, hein. Donc ensuite, quelque chose que j'aime bien faire, c'est mettre un peu de pâte UV en fait. Euh, donc attention, c'est quelque chose qui tâche pas mal, hein. Je sais pas si ça peut s'enlever un jour des vêtements. Alors, en général, j'utilise cette petite pince. Je prends juste un petit point. Alors là, déjà, on voit que c'est un peu gros.
c'est un peu difficile de l'avoir juste au bout. Certains utilisent d'autres choses pour l'appliquer. Tout ce qu'on voit en fait, c'est faire en sorte que le fil ait de quoi tenir. Voilà, donc là ça devrait faire l'affaire. Ça se voit presque pas sur la caméra. Désolé. Alors, ensuite ce que j'utilise, c'est une petite lampe à UV. Comme ça. Donc tout ce que je fais, c'est que en fait je viens du coup poser par dessus et je laisse reposer un peu. Donc la deuxième étape, c'est faire un reball de notre puce. Donc je prends du flux. J'en mets bien sur ma puce. Je vais prendre un peu d'étain. Je prends un peu d'étain sur mon fer. Je viens juste ici passer pour attraper tout l'étain résiduel. Pas plus. Pour essayer de faire en sorte que tout soit à peu près propre. Ensuite, je vais pouvoir venir absorber le flux en trop ici. Venir repositionner ma puce. Là, ma puce est plutôt propre. Je viens prendre un pochoir de rebillage pour audio. L'audio ici. Donc je crois que c'est celui-là normalement. C'est cool parce que l'arrangement est carré. On peut se mettre comme ça. Moi je mets pas le papier en dessous, j'aime pas trop. Je fais comme ça, souvent je le positionne. En général j'ai remarqué que ça bougeait pas trop, donc je m'embête pas plus que ça. Ensuite, alors, je mets ça c'est juste pour le maintenir un peu. Ensuite vraiment je vais maintenir à la pince. Donc je vais essayer d'appliquer de l'étain, de la pâte à braser pardon, sur ma puce. J'essaie d'en gâcher le moins possible. Ensuite je viens serrer, appuyer en fait sur le pochoir avec ma pince. J'arrive avec l'air chaud. Et là je chauffe bien la zone tout autour. On voit le flux qui commence à gigoter. Et après les billes, voilà, elles sont faites toutes seules. Je n'ai pas eu besoin de forcer. Je peux doucement enlever la pression. Enlever mon fer. Mon flux d'air, pardon. Je laisse refroidir un peu. On les a vues, elles se sont toutes remises en place normalement. Je peux enlever ça qui est chaud. Puis parfois, alors quand il reste bloqué comme ça dedans, ce que je fais souvent c'est que je vérifie qu'on n'ait pas grand chose qui dépasse. Puis je prends une pince et je vais appuyer plutôt dans les coins et on voit en fait que c'est juste du flux qui maintient la puce. Là, on l'a vu tomber. Pendant que mon flux est encore un peu liquide, je nettoie vite mon pochoir pour pas qu'il soit trop sale plus tard. Déjà, là, on voit qu'il y a déjà un peu de flux. Ensuite, on examine la puce. On voit que toutes les billes sont présentes. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte que les billes soient vraiment parfaites. Donc pour ce faire, je reprends l'air chaud. Là, il y a encore assez de flux, mais quand il n'y a pas assez de flux, j'en rajoute.
Et là voilà, on a vu toutes les billes qui se sont reformées à la perfection. J'arrête de chauffer. On attend qu'elles se refroidissent. Une fois que c'est bon, on vérifie qu'elles soient à peu près toutes de la même taille. Donc je l'attrape sur le côté. Là on a quand même quelque chose de vachement propre. Alors on a vu qu'on avait une petite bille qui gênait juste là. On peut partir avec un petit coup de brosse. Voilà, on dirait que c'est bon. Je vais la réexaminer. C'est bon, ça me satisfait. Ensuite, donc on a notre jumper. Normalement, ça devrait être cuit à côté. On va voir la tête que ça a. Là, normalement, ça n'a pas hyper bien cuit. Bon. Ce sera faisable tout de même. Là, je regarde juste mes billes, voir s'il y en a certaines qui méritent d'être un peu réarrangées, peut-être. Ça va. Donc, maintenant, prochaine étape. Je reprends de quoi protéger. Ensuite, je vais mettre du flux. Je viens prendre ma puce. Je cherche le côté avec la flèche. Donc ça c'est une puce qui réfléchit, donc il faut trouver l'angle avec lequel on la voit. Alors la flèche est dans ce sens là. Donc là je vais essayer de la positionner. Alors là j'ai remarqué qu'il y a un petit truc qui gênait. On va essayer de le retirer. Voilà. Là déjà c'est pas trop mal. Je reviens chauffer.
là on voit qu'elle revient toute seule, donc elle est en place. On va attendre que ça refroidisse. Donc là, déjà le téléphone, j'ai remonté la carte mère dedans, hein. Il a démarré assez vite. Ensuite, deuxième chose, je suis dans les mémos vocaux, j'appuie. Allô, 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 allô. J'appuie. Ça y est, on a récupéré les fonctions du son. Et le démarrage a été rapide, donc là, on sait que le téléphone est réparé en fait. Donc ça, c'est le process pour l'audio IC iPhone 7, et même là, je sais que ça va tenir un moment. Alors, petite précaution à prendre quand même. On regarde la carte mère de l'iPhone 7. Là, ici, on a l'audio IC. Juste en face, sous ce bouclier, on a le baseband puis le CPU. Donc, pour les débutants, il peut arriver que voilà, vous chauffez trop la carte mère, et si le téléphone ne redémarre pas derrière, sûrement qu'il y a un problème avec votre CPU. Si le téléphone démarre mais vous n'avez plus l'email, donc pour vérifier l'email, rien de plus simple. Il suffit d'aller dans le téléphone, étoile dièse 06 dièse, là il y a un email qui s'affiche. Donc si l'email s'affiche, c'est en général vous n'avez pas le problème du baseband. Si vous avez l'email qui ne s'affiche plus, il faut que vous fassiez un reballing complet du baseband. Donc vous allez dessouder le baseband, et vous allez faire la même opération que j'ai fait avec l'audio IC, c'est-à-dire remettre des nouvelles billes dessus, puis souder le baseband à nouveau. Après ça, normalement, vous devrez récupérer l'email. Par contre, pour le CPU, pareil, si vous l'avez trop chauffé, il faut dessouder le CPU et en ressouder un. Ce qui n'est pas facile, surtout quand on débute. Donc voilà, c'est tout pour la réparation de l'audio IC iPhone 7. Si vous faites ça vous-même, vous cherchez des outils, vous cherchez les puces, parce que moi je vends aussi les puces audio IC. En général, elles cassent pas dans le process, mais si par exemple le reballing c'est trop compliqué pour vous, vous pouvez juste souder, dessouder et poser un jumper, bah à la rigueur, moi je vends les puces prêts avec les billes déjà dessus. Ensuite, pareil pour les outils, si vous avez besoin de ce type d'appareil, donc une JBC, ça c'est ma Quick, tout ce qui est consommable, tout ça, j'ai tout de disponible. Pareil pour le microscope. Et enfin, pareil pour les pièces détachées, pour les entreprises qui cherchent des gros lots d'écran, des choses comme ça. Pareil, j'ai des tarifs préférentiels pour les professionnels. Et enfin, je propose des formations aussi. Donc, je vais avoir plusieurs formules de formation. La formation en fait à l'heure où vous venez, je fais un cours particulier. Il y a les cours en fait en groupe où ça peut être voilà 1 à 5 personnes. Et ensuite, il y a les grosses formations. Ça, sera plutôt pour cet été. Voilà, vous serez entre 10 et 15. Et là, cette fois, ce sera un partenariat avec une entreprise chinoise qui, eux, sont spécialisés dans le Microsoft depuis très longtemps. Et ils amènent carrément leur formateur de Chine. Ce sera en partenariat avec moi. Donc là, vous aurez vraiment le top de la formation. Donc ça arrive bientôt, je vous en parlerai. Et il y a des réparations de ce style là qui vont arriver. À vous de me dire aussi quel type de réparation vous voulez voir apparaître sur la chaîne, si c'est des choses que j'ai déjà fait, ou des choses comme ça. Je devrais pas tarder à montrer comment faire du swap. Par exemple, vous prenez un iPhone qui est tombé dans l'eau et vous avez un iPhone bloqué iCloud, vous échangez donc CPU, baseband, les puces qui gèrent tout ça pour faire un téléphone qui remarche derrière. Voilà, je vais avoir des vidéos comme ça qui vont bientôt sortir. Quand vous me demandez qu'est-ce que vous avez besoin de savoir faire, et voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Voilà, à une prochaine.